Cyril Malka, Sans divan. Sans divan. Cyril Malka, Sans divan. Bonsoir pour tout le monde et puis bonjour pour les gens de Vancouver. Et bienvenue donc sur ce nouveau webinaire. Et ce coup-ci, j'ai décidé de parler un petit peu du fait d'être sous emprise et des manipulateurs. Alors, je ne vais pas aller tout en profondeur sur les différentes personnalités des manipulateurs, parce que ça, je l'ai déjà fait dans des webinaires antérieurs, et pas non plus pour tous les pas qu'il faut faire pour s'en sortir, juste, dira-t-on, les choses auxquelles vous devez être attentifs. Et si vous voyez ces choses-là, c'est peut-être qu'il y a, ou sûrement qu'il y a manipulation. Et puis, en fin de compte, les trucs pour faire les premiers pas, pour vous en sortir. Après, il sera temps pour vous ou de voir un des autres webinaires ou de demander de l'aide. Enfin bref, après, ça dépendra un petit peu de la situation en cours. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle donc Cyril Malka, je suis psy cognitif et comportemental et hypnothérapeute. J'ai travaillé pas mal avec justement les manipulations, j'étais spécialiste des phénomènes sectaires à l'époque quand j'ai commencé au Danemark. Puis vous pouvez, en fin de compte, si vous allez sur mon site principal, sur malka.fr, il y a tout un truc où il y a qui et où est Cyril Malka. Vous pourrez en savoir plus sur moi et vous pourrez également d'ailleurs prendre rendez-vous en ligne si ça vous chante ou si vous en avez besoin. Maintenant, les présentations sont faites, on va pouvoir passer à quelque chose d'intéressant. Et la première chose qu'il va nous falloir regarder un petit peu plus en détail, c'est en fin de compte, qu'est-ce qu'un manipulateur ? Pour vous mettre sous emprise, il vous faut être manipulé. Et en fin de compte, on utilise souvent le mot manipulateur, mais en fin de compte, on est tous plus ou moins manipulateurs. Je veux dire, à partir du moment où on est tout petit enfant, quand on fait certaines choses pour avoir des bonbons ou pour que papa ou maman fasse ce que l'on veut, c'est de la manipulation. Quand on se fait beau avant de sortir en boîte, etc., c'est de la manipulation. Quand on ouvre les portières, machin, etc., c'est aussi de la manipulation pour beaucoup d'entre nous. Donc, en fin de compte, la manipulation, il y en a beaucoup. Et ce n'est pas nécessairement négatif. Il y a de la manipulation tout à fait positive. Ben oui, exactement, comme Sadia nous dit, c'est de la manipulation, mais ce n'est pas malsaine. Alors, justement, la manipulation malsaine, c'est quoi? C'est où? Quand est-ce qu'on franchit la limite? Eh bien, la manipulation, qu'on appelle donc manipulation malsaine, mais on ne dit pas malsaine, on dit tout simplement manipulation, c'est lorsque l'on détourne le lien social, lorsqu'on détourne la relation, quelle qu'elle soit, à des fins qui sont des fins personnelles, narcissiques, en fin de compte pour obtenir des choses qui nous sont égoïstement positives à nous. Alors les manipulateurs, c'est pas nécessairement des narcissiques. Vous pouvez en avoir qui vont être narcissiques. Vous en avoir qui vont être envahissants, moins envahissants, qui vont se surestimer ou pas. Il y en a qui vont mentir beaucoup, d'autres beaucoup moins. Il y en a qui vont être loquaces, d'autres beaucoup moins. Enfin bref, les manipulateurs, il y en a en fin de compte de toutes sortes et de tout niveau, de toute profondeur. Et en fin de compte, ils se ressemblent très peu. Alors, bien entendu, certains se ressemblent, on peut les catégoriser. Mais en gros, ça va dépendre de leur personnalité. Vous allez avoir des manipulateurs qui vont avoir de l'empathie, d'autres qui ne vont pas en avoir. Vous allez avoir des manipulateurs qui ont de la culpabilité, d'autres qui ne vont pas en avoir. Et c'est pour ça que, justement, quand on parle avec des gens et qu'on commence à entrer... Parce que on a un petit peu la mauvaise habitude de vouloir mettre un diagnostic sur le manipulateur. Et donc, si on lui met un diagnostic tel que narcissique ou sociopathe ou ce que vous voulez,
eh ben, à un moment donné, on risque d'arriver à un moment où on va dire, ben non, ça va pas, parce qu'il avait de l'empathie. Et donc, ou elle avait de l'empathie. Et là, dans ce cas-là, on va dire, bah oui, mais si c'est un sociopathe, le sociopathe n'a pas d'empathie, alors il n'est pas sociopathe. Ah, zut, bon, donc il n'est pas manipulateur, donc c'est moi qui me trompe, et puis on risque de culpabiliser. Donc, il est important de comprendre que tout manipulateur ne se ressemble pas et ne font pas nécessairement partie d'un diagnostic bien précis. Ça va être un manipulateur léger ou pas. Ça peut être un manipulateur qui va utiliser sa position, la position hiérarchique, si c'est votre patron ou quelqu'un avec qui vous bossez, ou alors tout simplement un parent qui va utiliser sa position, son autorité parentale. Ça peut être une personne qui va faire de la magie. Alors là, je ne dis pas des tours de magie comme moi je suis en train de le faire le week-end, mais plutôt quelqu'un qui va jouer sur l'illusion, qui va vous donner l'illusion d'être quelqu'un qui ne l'est pas, qui va utiliser de son charme pour atteindre son objectif. Ça peut être un maître de l'influence. On peut influencer les gens de diverses façons, plus ou moins fines, et certains d'entre eux peuvent être extrêmement fins à utiliser l'influence. Et en règle générale, ils vont tous, petit à petit, justement en utilisant cette influence de façon plus ou moins, donc à l'aide de hiérarchie ou illusion, charme, etc., ils vont vous amener petit à petit à ne plus pouvoir dire non. Généralement, ça va commencer par ça. Ça commence par des petites choses, et le fait de ne pas pouvoir ou de ne plus pouvoir refuser certaines choses, c'est un des signes qui, pourra-t-on dire, peut vous mettre la puce à l'oreille. Généralement, le manipulateur ne va pas faire de concessions. Dans une relation de couple, le plus souvent, il va y avoir des concessions de part et d'autre. Si on vit ensemble, on est bien obligé de trouver un terrain d'entente, surtout si on n'est pas, on n'est pas nécessairement d'accord sur tout. Donc, on est bien obligé de faire des concessions, etc. Et donc, le manipulateur, lui, il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas de concession. Un rapport de force, demande Sadia? Ouais. En quelque sorte, oui. Ça va être un rapport de force où il ne va pas y avoir... Parce qu'il peut y avoir des rapports de force où, à un moment donné, on va dire, bon, ok, je vais m'aligner sur ce coup-là, et puis on n'en parle plus. Mais la fois d'après, ça peut encore être un rapport de force, et ça va être lui ou elle qui va s'aligner. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a un rapport de force que nécessairement il ne va pas y avoir de réciprocité. Dans certaines discussions, dans certaines disputes, il peut y avoir un rapport de force. Et le rapport de force n'est pas nécessairement négatif. Ça peut être une façon de trouver sa place, ça peut être une façon de se positionner, et ça peut être une chose où on peut dire, bon ben non, là c'est un truc où moi je ne veux pas aller au compromis. Sur d'autres trucs, on peut dire, bon ben ok, c'est là-dessus, je vais au compromis. Donc, rapport de force, oui, mais le rapport de force n'est pas nécessairement donc négatif. Mais généralement, il y aura des efforts, les efforts n'auront lieu que d'un seul côté dans ce genre de relation. Alors, c'est difficile, enfin, c'est plus facile à voir dans une relation de couple que, par exemple, dans une relation parent-enfant. Parce que, dira-t-on, socialement parlant, il est un petit peu normal que les parents font moins de concessions par rapport aux enfants s'il y a un rapport de force, etc. Enfin bref, donc ça peut être plus difficile à voir si on parle de manipulation de parents vers les enfants, parce qu'en tant qu'enfant, on va être placé dans une position hiérarchiquement inférieure, si on peut dire ça comme ça, à ses parents. Et donc, le rapport de force, déjà, là, on est moins bien armé pour, parce que si on a un rapport de force avec sa mère ou avec son père, on frise un petit peu les limites de ce qui est socialement acceptable dans certains cas. Donc, c'est beaucoup plus difficile à voir si la manipulation arrive dans le cercle de famille, parce que on ne peut pas vraiment dire que oui, là il m'a forcé à faire des concessions et moi j'ai le droit à rien. Il va très souvent
Alors je dis il, mais c'est pas nécessairement un homme qui est manipulateur, ça peut parfaitement être une femme, mais le neutre en français étant masculin, j'utilise le masculin, mais il n'y a rien de spécialement seulement masculin dans ce cas-là. Il va utiliser aussi très souvent une façon de vous embrouiller. Il va embrouiller la personne vers qui il y a manipulation, c'est-à-dire qu'il va y avoir un mécanisme de preuve comme quoi vous avez tort. Alors, ça peut être vrai, mais vous allez remarquer petit à petit qu'en fin de compte, quel que soit l'argument et quel que soit ce que vous avez dit, en fin de compte, la vérité est toujours à l'opposé, la preuve est toujours de son côté. Et à un moment donné, on peut commencer à se dire, non mais attends, hier j'ai dit bleu et la vérité c'était rouge, aujourd'hui je dis rouge et la vérité c'était bleu, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Ça ne peut pas être et rouge et bleu. Donc vous allez voir qu'il y a une façon d'utiliser votre incertitude, votre ouverture d'esprit et vous embrouiller un petit peu de ce côté-là. Et ça, c'est une façon de manipuler. C'est ce qu'on utilise, ne serait-ce qu'en hypnose. Quand on hypnotise quelqu'un, alors ça peut se faire de façon thérapeutique, bien entendu, où vous vous détendez, machin, etc. Mais si on veut faire une hypnose rapide, on va bombarder la personne d'arguments et d'informations, et la personne ne va pas pouvoir s'y retrouver, et puis boum, à ce moment-là, on va ou poser une question ou dire quelque chose, et ça va être, en fin de compte, la façon de manipuler. Donc, surtout si vous savez vous remettre en question et vous osez vous remettre en question, ça va être ce mécanisme même qui va être utilisé pour vous influencer et vous soumettre. Oui, le manipulateur va vous culpabiliser, comme me demande Sadia, mais ça vient presque tout seul. Mais oui, comme on le va voir un petit peu plus tard, la culpabilisation est généralement très utile parce que c'est une arme facile à utiliser. Et ça, c'est surtout utilisé contre les femmes. Parce que les hommes peuvent plus facilement prendre leur distance à la culpabilisation. Ils sont moins perméables à la culpabilisation. Ils ont moins d'empathie généralement que les femmes. Et ils peuvent plus facilement dire, écoute mon pote, moi je culpabilise pas là-dessus, tu te démerdes. Donc la culpabilisation, ça va surtout être utilisé par rapport aux femmes. Donc la majorité des manipulateurs, ils vont donc utiliser certaines de ces méthodes pour obtenir pour un objectif qui ne va pas être d'avoir une vie plus harmonieuse ensemble, qui ne va pas être pour qu'on puisse être heureux ensemble. Non, ça va être pour un objectif de satisfaction totalement personnelle, ça va être pour leur ego en quelque sorte. Et là, on va parler de différents niveaux, parce que dans certains cas, les manipulations ne vont pas nécessairement être quelque chose de grave. Ça peut être toxique, mais on va dire, ça va être sans conséquence vitale pour vous. On peut dire, bon, c'est chiant, là il me manipule comme ça, il a la mauvaise habitude de me manipuler ça. On peut se dire, bon, en fin de compte, je le sais, on va laisser jouer sur ce plan-là, et puis bon, si le reste fonctionne bien, prenez ça comme, dira-t-on, un à côté de la relation. Un petit peu comme quand les enfants étaient plus petits et puis quand je pouvais voir qu'ils étaient en train de me monter un coup, la plupart du temps, je déjouais le truc, mais je leur laissais aussi des fois l'honneur de pouvoir manipuler un petit peu parce qu'on se dit, en fin de compte, les pauvres, faut pas trop les frustrer non plus. Et puis aussi, on ne sait jamais, ils risquent d'apprendre des trucs et après de devenir plus difficile à gérer. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est que comprendre que manipulateurs il y a, oui, mais ils existent dans tout un éventail de personnes et que cela peut avoir plusieurs raisons. Alors bien entendu, ça peut être un narcissique, ça peut être un sociopathe, mais ça peut aussi être tout simplement une personne très angoissée, une personne qui a du mal à gérer les situations, une personne qui a un petit peu peur de tout et qui veut manipuler pour s'assurer qu'elle va manquer de rien, par exemple. Donc,
le manipulateur n'est pas toujours ni quelque chose d'extrêmement dangereux, etc. Après, dépendamment de la profondeur et dira-t-on, de l'intensité de la manipulation, le résultat pour la cible, parce que j'aime pas utiliser le mot victime, parce que ça met la personne dans une position passive, mais donc le rôle de la cible, le retour sur la cible, en fin de compte, il n'est pas très différent. Enfin, je veux dire, si je fais un saut et que je vous retombe sur le pied, que je l'ai fait exprès ou que je ne l'ai pas fait exprès, que j'ai voulu faire autre chose, que je croyais taper sur quelque chose d'autre et que je vous ai tapé sur le pied, le résultat pour vous, c'est le même, à la limite. Hein. Alors, bien entendu, je pourrais toujours m'excuser et faire plus attention par la suite, mais pour la cible, le résultat, c'est la même chose. Donc ça ne veut pas dire que vous devez plus facilement accepter la manipulation d'une façon que de l'autre, mais ça veut dire que vous avez plus d'issues et plus de possibilités de vous en sortir, éventuellement de résoudre le problème ou même de pouvoir améliorer la situation, dans certains cas que dans d'autres. Parce qu'on peut avoir une tendance justement à mettre cette étiquette de PN, non, ça veut dire pervers narcissique, mais tout le monde met un petit peu n'importe quoi là-dedans, donc c'est une expression qu'on n'utilise pas, dira-t-on, psychologiquement parlant, justement parce que des fois ça correspond plus à un sociopathe, des fois ça correspond plus à un narcissique, des fois ça correspond un petit peu à n'importe quoi, et donc oui. Oui, si la cible est très naïve, la manipulation va durer longtemps, c'est vrai, c'est vrai, c'est exact. Elle peut durer longtemps, elle ne va pas nécessairement durer longtemps. Il se peut qu'il se passe certaines choses, parce que si on est naïf, après un certain temps, on peut quand même, à un moment donné, se poser des questions, et peut-être justement avec certains des signes dont je vais parler dans ce webinaire. Donc, vous avez des manipulateurs, pourra-t-on dire, j'allais dire gentils, mais non, ils ne sont pas gentils, mais dira-t-on moins dangereux et moins compliqués que d'autres. Mais vous avez des manipulateurs qui ont une dimension affective que l'on va dire est dysfonctionnelle. C'est-à-dire que, entre autres, il va y avoir un manque d'empathie. Et ça va généralement être le cas d'une personne qui est narcissique ou qui est sociopathe. On va être un petit peu dans ces eaux-là. Et là, il faut être attentif parce que alors attention, parce que manque d'empathie, je parle d'un manque d'empathie général. Ce n'est pas parce que cette personne a un manque d'empathie envers vous personnellement qu'elle a un manque d'empathie général. Je veux dire, des fois, par exemple, surtout quand j'étais plus jeune, au moment de rupture avec mes nanas, je pouvais être extrêmement froid, etc. Et je n'avais pas d'empathie du tout avec elles, pas nécessairement en tout cas. Ça dépendait desquels, et ça ne veut pas dire que j'en avais pas, mais ça veut dire que je n'en avais pas envers cette personne à ce moment-là, bien précis de ma vie et de la relation. Donc ça n'est pas parce qu'une personne a un manque d'empathie envers vous dans un moment bien précis de la relation que cette personne a un manque d'empathie ou pas d'empathie. Surtout si la relation est en train de partir en sucette, on a de moins en moins d'empathie avec l'autre. On est peut-être sur un autre chemin ou sur une autre route et le manque d'empathie peut parfaitement être, dira-t-on, une solution ou une donnée du problème. Non. Le manque d'empathie qui est dysfonctionnel, c'est un manque d'empathie général. Alors, le sociopathe n'a absolument aucune empathie pour la bonne raison qu'il n'a aucune émotion, il n'a aucun sentiment. Donc, il ne peut pas s'identifier aux sentiments de quelqu'un d'autre. C'est aussi simple que ça. Il ne les comprend pas, ça n'a aucune relation dans son monde, ça ne lui dit rien. Le narcissique, oui, lui ou elle, a des émotions et en fin de compte, c'est ce que c'est. Mais il ou elle a des émotions pour lui-même, plus que pour les autres. C'est-à-dire que pour le narcissique, il va comprendre que vous avez des émotions négatives, il va comprendre que vous avez de la peine, il va comprendre que vous pleurez, il sait ce que c'est. Il peut s'identifier à ça.
Le sociopathe, non. Mais le narcissique, s'il peut s'identifier à ça, néanmoins, pour lui ou pour elle, vos émotions, vos sentiments sont moins importants que les siens. Ça ne veut rien dire, c'est rien. C'est un petit problème. C'est vous qui en faites trop. Vous exagérez. Vos problèmes ne sont jamais aussi gros que les siens. Vos peines ne sont jamais aussi profondes que les siennes. Ce que vous avez vécu n'est jamais aussi terrible que ce qu'il a vécu. Enfin bref. Donc vous avez une personne qui, même si elle a des émotions, n'a pas d'empathie envers vous. Et là, dans ce cas-là, il y a une plus grande dangerosité. Ils sont plus dangereux, psychologiquement parlant, parce qu'ils vont aller plus loin. Ils vont oser aller plus loin dans la manipulation. Ils peuvent aller très loin car ils n'ont aucune limite. Ils n'ont pas de limite émotionnelle, ils n'ont pas de limite morale. Et dans ce cas-là, ça peut être extrêmement dangereux. On peut parler de punition, on peut parler de chantage, de menace de mort et même d'atteinte à la personne. Dans ce cas-là, il vaut mieux partir de la relation aussi vite que possible. Le sociopathe va-t-il simuler l'empathie pour cacher son jeu? C'est possible. Mais si vous y êtes, si vous l'avez en idée, vous allez pouvoir remarquer qu'en fin de compte, il n'en a pas. Parce que le langage physique, le langage corporel du sociopathe est appris. Parce qu'il ne connaît pas le langage corporel, puisqu'il ne connaît pas les émotions. Donc il a appris à lire les émotions, puis il a appris, être triste, c'est ceci et cela. Être en colère, c'est ceci et cela, etc. Et donc vous allez voir que c'est, après un certain temps, on peut voir que c'est quelque chose après, on peut voir qui vous mène en bateau et que c'est du cinéma. Mais pas au départ, parce que vous n'êtes pas parti du principe, en fin de compte, que la personne en face de vous est sociopathe. Mais en gros, c'est pas toujours facile de voir la différence, mais ma question, là, dans ce cas-là, c'est est-ce que c'est important? Parce que si il y a certains signes dans la relation, que ce soit donc la relation de couple, parentale, des amis, etc., s'il y a certains signes, c'est que vous êtes en présence d'un manipulateur, d'une manipulatrice. Et là, dans ce cas-là, il va peut-être falloir agir en conséquence. Alors, j'ai choisi 6 signes que je trouve importants. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a seulement ces 6 signes, et ça ne veut pas dire qu'ils doivent être là tous. Il peut parfaitement manquer certains de ces signes et en avoir d'autres. Mais là, ce sont 6 signes importants qui sont relativement généraux. Et si vous avez certains de ces signes, ça veut dire qu'il y a de fortes chances pour que vous soyez en contact avec un manipulateur ou une manipulatrice et il va falloir agir. Premier signe, ça va être la volonté de tout contrôler. Alors, le contrôle, il peut être fait de diverses façons. Alors, il peut être fait en regardant votre téléphone portable, en fouillant, en exigeant que vous lui dites constamment à quelle heure du jour et de la nuit vous êtes et où vous êtes, il va contrôler. Enfin bref, il peut y avoir une volonté de tout contrôler, même avec de l'argent, en vous donnant de l'argent pour utiliser d'une certaine façon, etc., pour que vous soyez redevable, pour pouvoir contrôler ce que vous allez faire. Il peut vous dire, voilà, si c'est votre père, etc., il va vous dire, écoute, je vais te payer ton studio, etc., mais tu vas faire ces études-là et pas celle-ci. Enfin bref, donc ça va être une façon de contrôler de diverses façons. Ne pensez pas seulement au contrôle jaloux, mais pensez à toutes les façons de contrôle qu'il peut y avoir en fin de compte. Comment est-ce qu'on peut vous contrôler? On peut vous contrôler par les émotions, on peut vous contrôler par l'empathie, on peut vous contrôler par l'argent, on peut vous contrôler par les menaces, on peut vous contrôler par diverses formes de contrôle. Le manipulateur a une très forte volonté de tout contrôler pour contrôler la personne. Et là, comme vous pouvez le voir, donc ça peut être bien entendu quelque chose qui vient d'une personnalité narcissique, sociopathe, etc. Mais ça peut également venir d'une personne dépendante qui a très peur de vous perdre et donc qui veut contrôler chaque moment de votre vie et vous manipuler de façon à ne pas vous perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la manipulation peut revêtre différents costumes et peut avoir différentes raisons.
la question qu'il va toujours falloir se poser, c'est est-ce que c'est ce que je veux vivre, quelle qu'en soit la raison. Donc il y a cette volonté de tout contrôler. Ça va être une personne extrêmement égoïste. Tout va être centré sur cette personne. C'est en sens unique. Il ne va donc pas y avoir de concession, comme je l'ai déjà dit. Et si vous vous plaignez, parce que justement, comme il n'y a jamais de concession, comme c'est pas comme une relation normale où on change un petit peu de concession l'un et l'autre, donc à un moment donné, ben, comme dit Sadia, justement, ben, la personne qui est naïve, ça peut continuer un certain temps, ouais. Et puis à un moment donné, même naïf ou pas, on va dire, dis donc, en fin de compte, à chaque fois, c'est moi qui suis obligé de lâcher du lest, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Et là, si vous avez le malheur de faire ce genre de choses, eh ben, tout d'un coup, ça va être, il va se victimiser. Oh là là, pauvre le moi, et enfin tu vois là, tu veux jamais rien faire pour moi, tu m'accuses de tous les maux, comment est-ce que tu peux penser ça de moi? Enfin bref, après ça va dépendre des cordes sur lesquelles on peut jouer. Chacune des cordes sont différentes de personne en personne, bien entendu, donc il va jouer d'un instrument différent vis-à-vis de la personne à laquelle il est, mais il va se victimiser. Ou alors, il va vous accuser d'égoïsme. Oh ben la vache, t'es super égoïste. Enfin bref, il va en fin de compte retourner l'affaire. S'il est jaloux, il va dire que c'est vous qui êtes jaloux. S'il est paranoïaque, il va dire que c'est vous qui êtes paranoïaque. Et l'égoïsme, c'est la meilleure des accusations qu'il peut vous faire. Mais voilà, toi tu penses qu'à toi, pour une fois que je te demande de faire ça, etc., voilà, toi t'en fais rien, enfin bref. Et il peut, si vous le poussez dans ses retranchements, et s'il est de ce style, eh ben, il peut aller jusqu'à devenir violent. Alors ça peut être verbalement, bien entendu, mais également physiquement, hein, bien entendu, il n'y a pas de limite, ça dépend du style de la personne. Et du fait où le manipulateur vous connaît bien et sait parfaitement quels sont les boutons sur lesquels appuyer, la violence psychologique est relativement facile, il lui suffit d'appuyer sur les bons boutons et puis c'est bon. Ensuite, il est épuisant, il est fatigant. Après quelques heures, ou après quelques jours, ou après quelques semaines, il est épuisant. Il faut toujours faire attention à tout ce que vous allez dire, il faut toujours faire attention à tout ce que vous allez faire. Ce que vous allez dire un jour, tout d'un coup, c'est pas bon le jour d'après. Et puis, ce que vous ne devez pas dire l'un des jours, eh ben, le jour d'après, pourquoi vous ne l'avez pas dit? Enfin bref, vous êtes toujours obligé de marcher sur des œufs, vous êtes toujours obligé de contrôler exactement ce que vous allez dire, ce que vous allez faire. Ça vous prend toute votre énergie, c'est crevant. Une relation de couple, en fin de compte, quand on est l'un avec l'autre, c'est pas fatigant, hein. Bien au contraire, on se ressource l'un avec l'autre, hein. C'est là où on se paye du bon temps ensemble, dans les bras l'un de l'autre, on se sent bien, enfin bref, mais c'est pas fatigant du tout, c'est pas épuisant. Si la relation vous épuise, c'est qu'il y a un truc, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a sûrement manipulation. Il est trompeur. On se sent vidé avec ce genre de personnes. Exact, oui. Ça correspond au vampire émotionnel sur lequel j'ai fait un webinaire d'ailleurs. Ces personnes sont trompeuses. Tout a un prix. Rien n'est gratuit. Tout est à vendre. Et c'est même un prix très cher la plupart du temps. Vous ne le savez pas au moment où vous entrez dans le jeu, mais tout a un prix. Rien ne sera gratuit. C'est vrai, il est attentif, il est aimable, etc. Mais ça, c'est jusqu'au moment où, pour bien vous endormir. Et une fois que c'est bon, que vous êtes attaché, que vous êtes accroché, et ben là, il va commencer à montrer son vrai visage. Et là, la danse va commencer. Et ça risque d'être très rock'n'roll, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, c'est pour ça, généralement, que, et ça va être surtout avec les narcissiques et les sociopathes, mais ça peut aussi être fait par d'autres, hein. Il va, des fois, vous faire un coup de chaud et froid. C'est-à-dire que, bon, après une période où les choses ont été épuisantes pour vous, il va redevenir gentil, il va redevenir, etc., etc. Et ça, c'est pour vérifier que vous êtes bien accroché, et puis ça, c'est pour vous accrocher encore plus, le cas échéant. Mais généralement, tout a un prix, rien n'est gratuit.
Et même si vous pensez qu'en fin de compte, mais pourtant au début de la relation, il était très gentil avec moi, il me donnait tout ce que je voulais, etc. Ben oui, mais si c'était c'était une personnalité un petit peu narcissique, ou si ça faisait plaisir à son ego de vous avoir à son bras, eh ben, c'est tout comme montrer une voiture neuve ou un nouvel ordinateur, etc. Ben voilà, voilà ma partenaire, nouvelle partenaire, ou voilà mon partenaire, mon nouveau partenaire. Tu vois, c'est pas n'importe qui. En fin de compte, c'est pour rattraper. En fin de compte, là, vous lui donnez quelque chose. Même si c'est vous, si c'est lui qui vous donne concrètement quelque chose, un cadeau, etc. En fin de compte, le cadeau, c'est pour lui, mais ça passe au travers de vous. Donc, il est trompeur et tout a un prix, rien n'est gratuit, tout service, vous en serez redevable. Ne vous inquiétez pas, vous le repayerez avec des rentes et avec des rentes et des rentes. Je crois qu'on dit des intérêts en français. Rente, c'est en danois. Oui, parce qu'un rentier, c'est quelqu'un qui touche du fric. Ouais. Donc c'est avec les intérêts, vous allez payer ça avec les intérêts. En plus, il est menteur, ou elle est menteuse. Il va feindre l'authenticité, il va faire comme si, moi, je... Et ça, généralement, ça c'est un signe hein, dans les relations, surtout au début, quand vous avez une personne qui vous dit comment vous devez le voir, c'est jamais bon signe. Moi, je suis extrêmement généreux. Ah, moi, je ne peux pas supporter ceci ou cela. Oh, moi, je donnerais tout pour. Oh, moi, je suis tellement comme ci, comme ça. Généralement, les gens qui sont tellement généreux, ils n'ont pas besoin de le dire, ça se remarque. Oui. Alors, bien entendu, si c'est quelqu'un que vous rencontrez au travers d'un site internet et que vous êtes obligé de faire le portrait l'un de l'autre, et que la personne va dire, ben voilà, moi je suis comme ci, comme ça, encore à la limite ça peut passer, mais en règle générale, c'est généralement mauvais signe quand la personne se fait mousser. Donc il va feindre cette authenticité, et là déjà il est en train de vous mentir. Mais le mensonge du manipulateur peut aller extrêmement loin. Hein. Enfin, je veux dire, vous pouvez le prendre la main dans le sac, il va vous dire, ben non, c'est pas moi. Il n'admettra jamais ses torts, même si vous avez des preuves. Là, on revient un petit peu à ce que j'ai dit un petit peu plus tôt. Il n'admettra jamais ses preuves, ses fautes. Il n'en a pas, il n'a pas d'erreur, il ne commet pas d'erreur. Et même si vous avez des preuves, là, il va repasser dans le rôle de victime. Là, il va éventuellement parler d'un complot. Mais ouais, mais c'est un tel, il m'en a toujours voulu au travail, il a fait ceci, il a fait cela, etc., etc. Mais ça n'est pas lui. C'est aussi simple que ça. Et enfin, le sixième signe important à voir, c'est qu'il est délirant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a un entonnoir sur la tête, etc. Hein. Enfin, quand on n'est pas sur vol au-dessus d'un nid de coucou. Mais délirant dans la compréhension psychologique, c'est-à-dire qu'il croit en ses propres mensonges. Il se croit un petit peu au-dessus des autres, les règles ne sont pas pour lui, et puis il se fait des fantaisies sur un sujet ou sur un autre, et puis ben, cette fantaisie, elle va devenir la réalité, et puis il va y croire. Voilà. Donc il est un petit peu dans son monde, etc. Et vous pouvez pas le tirer en plus de ça. Si c'est un narcissique ou si c'est un sociopathe, alors là vous pouvez tout à fait laisser tomber parce que vous ne pourrez pas le ramener sur Terre. Le sociopathe ou le narcissique ne peut pas changer, à la différence des autres manipulateurs qui ne le sont pas. Ils peuvent croire en leurs propres mensonges, ils peuvent se croire au supérieur ou d'un autre monde, ou etc., etc. Mais ils peuvent être sensibles à l'argumentation et ils peuvent éventuellement entamer une thérapie. Mais en fin de compte, ou dans la relation, et là ça va être à vous de voir la relation, dépendamment des autres choses, vous pouvez ou commencer à travailler avec lui sur ces points-là, ou avec elle sur ces points-là, ou alors vous dire, bon ben écoute Pépère, moi je rentre chez ma mère ou chez mon père ou chez mon oncle et chez ma tante, et puis on n'en parle plus, quoi. Donc voilà les 6 signes. Si vous pouvez voir qu'il y a un ou plusieurs de ces signes-là, soyez attentifs et puis voyez à quel niveau ça va et puis essayez de voir ce qu'il y a à faire. Alors après, une fois avec toutes ces méthodes, ben, c'est comme ça qu'ils vous coincent.
en fin de compte. Et pour vous coincer, en fin de compte, et pour vous garder dans la relation, et là c'est toute relation, hein, encore une fois, c'est pas seulement une relation de couple, mais ça peut être une relation de famille ou d'amitié, ils vont utiliser vos, dirait-on, vos traits de personnalité bienveillants, c'est-à-dire vos qualités. Il y a certaines qualités qui vont être utilisées plus que d'autres, sur lesquelles ils vont jouer. Et c'est pour ça justement que c'est très difficile d'en sortir, parce que ce sont des qualités que vous avez, vous ne pouvez pas les abandonner, vous ne pouvez pas ne plus les avoir, et c'est ce qui fait qu'on reste dans la relation généralement trop souvent, trop longtemps, pardon. Donc, l'une des premières de certaines de ces qualités, ça va être votre empathie. Une cible non naïve et lucide qui maintient le lien sans montrer qu'elle a compris, mais en adoptant des stratégies, est-elle elle-même manipulatrice? Oui, oui. Bonne question, Laurence. Oui, je dirais que c'est manipulatrice, mais comme je l'ai dit au début, toute manipulation n'est pas nécessairement négative. Parce qu'il y a c'est un problème lorsqu'elle est faite à des buts égoïstes, à des buts égocentriques, etc., etc., lorsqu'elle use et maltraite le lien social. Mais là, si c'est pour survivre, s'il est question de survivre, et par exemple, enfin je ne sais pas, mais comme j'en parle dans Revivre après une relation toxique, si par exemple on est dans une relation toxique en couple, mais que les enfants sont petits ou qu'on a une certaine dépendance pécuniaire pendant un certain temps, bref, qu'on ne peut pas tout simplement tout abandonner, etc., etc. Eh ben oui, ça peut être une technique de survie de se dire, bon bah ok, maintenant je connais les manipulations, je vais manipuler moi-même pour m'en tirer aussi bien que possible et pour, en fin de compte, pour survivre, c'est une question de survie. Après, le problème, c'est qu'une relation dans ce genre-là, à partir du moment où plus rien ne vous y rattache, ça serait peut-être une bonne idée de passer à autre chose et puis après pouvoir vivre votre vie et être un peu plus heureuse, quoi, parce que c'est quand même, sans ça, ça risque quand même d'être triste et fatigant à la longue. Donc non, c'est pas mal du tout de se protéger du manipulateur, etc. Mais dira-t-on à la longue, ça va pas vous donner grand-chose, quoi. Après un certain temps, c'est vrai que vous pourriez peut-être espérer autre chose de la vie que de survivre, de pouvoir exulter un petit peu plus, quoi. Donc pour vous coincer, ils vont utiliser votre empathie. Ça va être pour vous imposer de faire certaines choses parce que il va se victimiser, il va jouer justement sur la culpabilité, il va jouer sur ces choses-là. Et vous allez vous sentir obligé de suivre le mouvement parce que vous ne pouvez pas laisser votre empathie de côté, vous ne pouvez pas vous dire bon, non, maintenant ça va, c'est bon, j'en ai plus rien à foutre. Vous ne pouvez pas. Donc c'est pour ça, c'est une des façons de vous coincer, c'est en utilisant votre empathie. Ils vont également utiliser votre intégrité parce que il va savoir ou elle va savoir que vous avez certaines règles, vous avez certaines limites et que s'il vous pousse suffisamment loin, il sait parfaitement que vous n'allez pas aller au-delà de certaines limites, tout simplement parce que vous n'allez pas pouvoir vous regarder dans une glace le jour d'après et parce que vous ne pouvez pas, parce que ça va contre vos valeurs morales ou vos valeurs sociales, enfin, ou les valeurs que vous avez. Et donc, vous allez vous arrêter à un moment donné où eux n'ont pas nécessairement cette limite. Ils vont utiliser votre sensibilité parce que le manipulateur sait parfaitement que vous n'aimez pas blesser l'autre, que vous ne voulez pas blesser l'autre personne, que vous allez vouloir l'éviter à tout prix. Pour cela, il va peut-être falloir vous inscrire à mon programme sur l'assertivité pour apprendre que des fois, il peut arriver qu'on blesse les autres en disant non, par exemple, ou en n'acceptant pas certaines choses, parce qu'il en va de votre intégrité à vous. Mais si
pour cause d'empathie, pour cause de sensibilité, vous avez... Ah, très bon programme en passant, me dit Linda, donc je suppose qu'elle l'a pris. Merci Linda. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à faire un petit mot là-dessus pour que je puisse le mettre sur la page. Votre sensibilité, donc le fait que vous vous inquiétez tant de... Si vous ne voulez pas le blesser en lui disant non, en refusant, etc., etc., ça va être une des cordes avec laquelle il va vous coincer. Et en fin de compte, votre résilience. Oui, c'est une très bonne qualité, mais c'est également un problème parce que il sait parfaitement que vous avez beaucoup de résilience, vous avez supporté pas mal de choses, et il sait parfaitement jusqu'où il va pouvoir aller et jusqu'où il va pouvoir mener cette résilience et qu'il peut vous pousser encore au-delà et au-delà et au-delà et au-delà. En même temps que ça, il va vous pomper votre positivité. Voilà. Et puis une fois que ce sera fini, eh ben, il ira voir ailleurs. Ou elle ira voir ailleurs. Il vous laissera telle une petite coquille vide sur la plage. Et puis voilà, après ce sera à vous de tout reconstruire. Ça va être généralement... Alors là c'est en grande ligne, j'en ai fait beaucoup plus sur le webinaire qui était sur revivre après une relation toxique. D'ailleurs c'est un double webinaire si je me souviens bien. Mais en gros, et sans entrer dans les détails, c'est ça. Alors, maintenant, quelles sont les choses que vous devez remarquer et qui doivent vous donner un petit coup de fouet ou un petit coup de pouce? Alors là, je ne vais donc pas vous donner toutes les choses pour vous en sortir parce qu'il y en a trop. Et encore une fois, ça, je l'ai déjà fait en détail dans un autre webinaire. Mais, dira-t-on, ça va être les signes, tout comme j'ai parlé des signes en gros, là, ça va être les signes qui doivent vous faire tiquer et vous donner un coup de fouet pour agir, pour faire quelque chose. Déjà, commencez par détecter le type de manipulateur dont on parle, de manipulatrice dont on parle. Est-ce que c'est une personnalité vraiment très toxique? Alors, ne mettez pas de mots narcissique, sociopathe, etc., mais on va diviser ça en côté... dira-t-on, manipulateur sans empathie et manipulateur avec empathie, mais manipulateur quand même, quoi, hein. Donc détectez un petit peu le type de personne et voyez si ça peut correspondre avec ce que j'ai dit, mensonge, machin, etc. Donc si on parle vraiment de manipulation. Ensuite, il est important de voir avec vous-même et d'avoir une prise de conscience et de remarquer si vous êtes vous-même. Est-ce que vous êtes vous-même? Est-ce que vous êtes la personne? Bien entendu, on évolue, donc vous ne pouvez pas être la même personne exactement que vous étiez il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Mais est-ce que certaines des choses que vous aimiez faire et que vous aimeriez toujours faire, vous ne les faites plus? Est-ce que certaines des choses qui vous rendaient joyeuse ne vous font absolument plus rien? Est-ce qu'il vous manque une qualité de vie? Est-ce qu'il vous manque quelque chose? Est-ce que vous êtes vous-même? Est-ce que vous êtes la personne que vous étiez vous-même? Et est-ce que vous avez évolué? Alors, lorsqu'on évolue, bien entendu, on laisse tomber certaines choses, mais on en prend de nouvelles. D'accord? Ça vient aussi avec l'âge. Je veux dire, c'est un petit peu normal que moi, à mon âge, par exemple, eh ben, je ne peux plus courir le 100 mètres à la vitesse à laquelle je pouvais le courir quand j'avais 18 ans. Mais par contre, je peux faire certaines choses que je ne pouvais pas faire quand j'avais 18 ans. Donc, il y a certaines choses qu'on ne peut plus faire, il y a certaines choses qui ne sont plus nous, et d'autres que l'on peut. Donc, si vous pouvez voir qu'il y a une évolution, c'est bien. Mais si vous pouvez voir qu'il y a des choses qui ont disparu, que vous n'êtes plus vous-même, et que, à la place, il n'y a rien d'autre que le fait que vous êtes la chose ou la marionnette de quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'il est temps d'agir et de faire quelque chose. Si vous avez remarqué que les compromis ne vont que dans un sens, plus de compromis, arrêtez là, arrêtez tout de suite. Et là, d'ailleurs, vous pourrez voir, encore une fois, surtout si vous le faites de façon assertive, surtout si vous dites non, par exemple, de façon totalement assertive, où vous savez que vous n'avez pas eu d'agression, vous savez que vous n'avez pas été à l'attaque de qui que ce soit, et si vous voyez que l'autre explose totalement, là, dans ce cas-là, c'est qu'il n'y a plus de compromis, il n'y a pas de possibilité de compromis, que les choses ne vont que dans un sens, et que oui,
il est grand temps d'arrêter parce que vous avez été utilisé tout ce temps-là. On apprend généralement beaucoup de choses sur quelqu'un lorsque cette personne n'a pas ce qu'elle veut avoir. Essayez de remarquer si c'est quelqu'un que vous apprenez à connaître, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas très bien. Essayez d'observer comment cette personne réagit en cas de frustration. Par exemple, si il ou elle ne peut pas avoir quelque chose qu'elle veut ou qu'il veut. Et là, ça vous donnera une bonne indication sur si c'est une personne avec qui vous allez pouvoir discuter ou si c'est quelqu'un qui a une tendance à l'égoïsme, une tendance à l'agression, etc., etc. Ça, c'est juste un petit truc du psy. Si vous remarquez que vous avez mis en fin de compte donc, vos besoins totalement de côté, vos désirs ont été mis de côté par rapport à lui, eh ben, il est temps de commencer à reprendre le chemin de vos besoins, le chemin de vos envies, et de voir un petit peu ce qui se passe. Et même principe, si vous pouvez voir que vraiment ça commence à poser problème, c'est qu'il y a un problème. Parce que si vous ne pouvez pas répondre à vos besoins et avoir vos envies, bon là je pars du principe que vous avez des besoins et des envies, dira-t-on, normaux, entre guillemets, si vous ne pouvez pas aller à ce niveau-là, c'est qu'il y a vraiment un très très gros problème. Et donc, soyez attentifs au ressentiment et à l'amertume que vous avez. Vous allez remarquer que dans une relation avec un manipulateur, en fin de compte, il y a beaucoup d'amertume, il y a beaucoup d'ondes négatives un petit peu. Vous n'êtes jamais totalement tranquille, vous n'êtes jamais totalement heureuse, vous n'êtes jamais totalement à l'aise, vous n'êtes jamais totalement vous-même. Vous avez l'impression, en fin de compte, que vous avez de l'amertume vis-à-vis un petit peu de tout le monde, même de vous-même, en fin de compte. Donc là, si vous voyez certains de ces signes, c'est les signes qui doivent vous mettre en relation, dira-t-on, éventuellement avec quelqu'un pour vous aider à en sortir, ou qui doit vous faire agir pour sortir de cette relation, ou d'agir de façon à changer cette relation tout de suite. Aussi vite que possible en tout cas. Alors voilà les 5, pourra-t-on dire, conseils pour en sortir, pour commencer à agir, qui doivent vous donner un coup de jus en quelque sorte pour vous faire agir. Alors n'hésitez pas à vous faire aider, surtout si vous voyez que vous avez certains signes quotidiens, psychologiques, physiques, qui pourraient indiquer que les choses ne vont pas. Ça peut être des troubles du sommeil, vous dormez mal, vous dormez trop longtemps ou pas assez, ou interrompu. Alors, certaines personnes le font constamment, hein, ça ne veut pas dire nécessairement. Mais si ce n'est pas vous, si c'est parce que vous avez des inquiétudes, parce que c'est parce qu'il y a trop de choses psychologiquement parlant qui se remuent en vous, et là, dans ce cas-là, c'est mauvais signe. Si vous avez des troubles du comportement alimentaire, si vous avez du stress, par exemple, très souvent les gens qui prennent beaucoup de poids en période de stress, par exemple. Si vous avez des allergies, alors certaines allergies sont essentiellement dues à des causes psychologiques. Toutes les allergies ne sont pas physiques, c'est faux. Alors déjà, d'une part, vous avez des allergies qui vont être par raison psychologique, et vous avez d'autres allergies qui sont bien sûr physiques, mais qui vont être aggravées psychologiquement parlant. C'est-à-dire que si vous avez par exemple une allergie au nickel, des allergies au nickel, il peut y avoir plusieurs degrés. Vous allez avoir des personnes qui supportent relativement bien certaines choses, mais qu'il ne faut pas qu'elles aient de contact avec du nickel trop longtemps. Et vous allez en avoir d'autres, rien que le fait de tenir un couteau et une fourchette dans la main le temps de manger, elles vont avoir des rougeurs. Si vous êtes le genre de personne qui, par exemple, n'a pas une allergie au nickel très importante, mais qui tout d'un coup, pour une raison presque bénigne, commence à entrer en éruption, ou érupte facilement, ou si vous avez une tendance à l'eczéma, ou si vous avez de l'herpès, et que cet herpès tout d'un coup ressort, généralement par exemple l'herpès et tous les virus, toutes les choses qui sont par rapport aux maladies de peau, le psoriasis par exemple, circulent au travers du système nerveux. Donc plus vous êtes nerveux, plus vous êtes en état de stress, plus ça va s'agiter dans le système et plus vous allez avoir des rougeurs, vous allez avoir des explosions d'eczéma, d'urticaire,
etc., etc. Donc si vous voyez que vous avez régulièrement des problèmes d'allergie et si vous êtes constamment, pour ainsi dire, en état allergique, ça c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Si vous avez de l'irritabilité, excusez-moi, si vous avez beaucoup d'irritabilité, de l'anxiété ou une fatigue chronique, vous êtes fatigué constamment, rien de ce que vous faites ne vous repose, là, et bien entendu, il n'y a pas d'autre raison extérieure, hein, si vous êtes, parce que si vous êtes à une période où vous bossez beaucoup, etc., vous avez des problèmes par-ci par-là, oui, c'est normal d'être fatigué. Mais si c'est vraiment un état relativement constant, que ce soit au travail, que ce soit avec vos amis, que ce soit en couple donc ou avec votre famille, si vous avez tous ces signes, etc., c'est signe qu'il y a manipulation, qu'il y a relation toxique et que éventuellement faites-vous aider donc par quelqu'un qui puisse vous donner des signes et des pistes et puis commencer à en sortir. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'avais vraiment pas pensé que ça allait durer aussi longtemps. Je croyais que ça allait être l'affaire d'une 25aine de minutes. Je vous ai tenu la jambe pendant 50 minutes, dis donc. Eh ben, excusez-moi. Mais donc, je vous dis merci pour d'être venu. C'était très sympa. Merci pour vos questions. Et puis, si vous avez envie que je tienne un webinaire sur un autre sujet, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos propositions à cyril@malka.fr. Et puis, je vous dis à d'ici une quinzaine de jours pour un webinaire suivant. Au revoir. Cyril Malka, sans divan. Cyril Malka. Sans divan. Sans divan. Sans divan. Cyril Malka. Sans divan.